Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver, je tiens à vous remercier infiniment pour les centaines de partages et surtout pour les 30 000 vues de la dernière vidéo. Alors je vais essayer de récidiver avec votre aide, avec votre soutien. Je vous rappelle que pour vous abonner, il faut cliquer sur la petite cloche à droite, les pouces c'est à gauche, et les commentaires évidemment, et le partage et l'abonnement, on est près de 1900 voire presque 2000. J'espère franchir allègrement grâce à vous cette barrière des 2 ou 3000 abonnés. Je vous remercie, disais-je, infiniment. J'ai répondu à des dizaines de commentaires. J'essaierai de répondre encore une fois à quasiment tous les commentaires. Alors cette vidéo n'est pas dite pour faire de la polémique. Celui qui n'aime pas, il ne regarde pas. Personne n'est obligé à se faire du mal ou alors pas d'injures, évidemment, restez courtois entre vous, comme vous l'êtes en règle générale. Donc restons courtois, chers amis, pour pouvoir poursuivre tranquillement ces petits échanges. Alors sur le territoire, on va arrêter de polémiquer là-dessus. Quand il y a une disputation concernant les territoires, eh bien, il y a la diplomatie, il y a l'ONU, il y a le droit international qui s'en occupe. Donc je ne rentre pas dans cette perspective, mais l'histoire trace aussi des frontières, on va dire identitaires, nationales. La première idée d'État de l'Algérie commencera à Tlemcen, justement, en bas, à Tlemcen, avec les Zianides. Les Zianides qui sont issus, donc qui héritent du pouvoir grâce aux Almohades. Les Almohades avec Mohamed Ibn Toumar, qui est originaire de Tlemcen, qui va créer cette immense dynastie des Almohades. Il est originaire de Tlemcen. Les Zianides qui vont survivre, qui vont poursuivre, sont en lien avec les Irides, avec le prince Bolorin d'Alger. Et c'est comme ça, avec aussi une partie, une branche des Almohades, qui sont les Hafsides, qui vont s'installer du côté de Tunis. C'est ainsi que les frontières commencent à s'installer et fabriquer des États et des pays bien avant le colonialisme. Le colonialisme, évidemment, fera des dégâts pour des histoires de diviser pour mieux régner. Donc ça, je vous dis ce que je sais, ce que je crois savoir, et vous avez le droit d'en discuter, et d'ailleurs, on y reviendra. Mon propos aujourd'hui, c'est plutôt de vous rappeler dont sont victimes les Algériens au quotidien. C'est tout azimut, c'est tous les jours, c'est des attaques basses, où la bassesse le dispute au ridicule. J'ai même entendu récemment sur, vous savez, ces grosses chaînes d'information ou de désinformation, où des pros ou des professionnels de l'intox laissent effectivement aboyer et vomir le premier venu. Alors celui-là disait que les Algériens auraient la haine de la France. Je ne sais pas où il allait chercher ça. Vous savez que l'un des pays où on parle le mieux le français et le plus francophone, c'est l'Algérie. D'ailleurs, qui compte plusieurs dizaines, voire centaines d'écrivains francophones, dont je parlerai tout à l'heure, et francophiles aussi. Donc je reviendrai sur tout ça. Alors ces polémiques n'arrêtent pas aujourd'hui avec l'arrestation de ce primitif plumitif et de l'autre plumitif qui a obtenu un prix concours, qui n'arrête pas de se targuer de talent et dont on lui cire les pompes tous les jours et passe un jour sans qu'on lui joue un coup de trompette, de flûte, etc. etc. Et qu'on profite aussi de remettre en question la souveraineté de l'Algérie, d'imposer sa loi, de faire la loi. La loi est dure, mais c'est la loi, dure à l'ex. Alors, ce qui concerne le Boualem Sansal, à mon avis, il faut simplement lui interdire le territoire algérien, tout simplement. Après qu'il aille chanter, qu'il aille pérorer à droite, à gauche, c'est un problème. Qu'on le mette pas en prison, parce qu'on va en faire une victime, et celui qui ne vendait d'ailleurs aucun livre va devenir peut-être un best-seller. Pourquoi pas? À toute chose, malheur est bon, entre parenthèses, évidemment. Donc tout ça ne va pas arrêter. Sachez que nous sommes qu'au début des polémiques et que nous allons être victimes d'un racisme rampant comme ça, de tous ceux et celles qui sont des néocons, des néocolonialistes, des néoconservateurs qui ont la revanche, l'esprit de revanche d'avoir été mis dehors, comme je le rappelais hier. Le premier empire qui va envahir ce qu'on appelle l'Afrique du Nord, eh bien, ce sont les Romains que Jouba II et que nos ancêtres Jouba II et Jugurtha vont jeter les Romains dehors. Ils vont leur infliger des batailles terribles avec Hannibal du côté de l'Ifriqiya. Donc il y a eu un empire qui a été mis dehors. Plus tard, c'est un autre empire, un empire colonial qui arrive en 1830 et qui, pendant 132 ans, va faire subir des misères terribles avec des massacres. Je ne parlerai pas du 8 juin 1945, je ne parlerai pas de la famine organisée de 1870. Les écrivains algériens ont écrit, et des historiens ont écrit à ce sujet-là. Donc,
Deuxième empire mis dehors et certains ont les boules. Ça n'est pas passé. Voilà, ça reste là. Et tous les jours, il y a une espèce comme ça de rancœur qui revient au quotidien. Or ça, c'est partout. On va dire c'est de bonne guerre, c'est la guerre médiatique, c'est de l'argent, c'est des oppositions. Et mais ce qui est, on va dire, insoutenable, ce qui est inadmissible, c'est quand ce sont des gens de l'intérieur que l'Algérie a engraissé, a aidé, leur a donné un statut social, intellectuel qui viennent baver sur l'Algérie. Donc c'est le cas des deux cuistres dont je parlais, le Sansal et le Daoud, pour lesquels moi personnellement je ne demande aucune sanction. Ouais, ils sont libres de parler et faire. Voilà, on ne les enferme pas, on ne leur donne pas un rôle, un statut de victime, parce que ça leur donne l'importance qu'ils n'ont pas en vérité. Et donc, effectivement, ils seront encore, on va encore les valoriser dans les médias, par une fois par ces professionnels de l'intox qui réfléchissent avec un cerveau de rat mort ou qui n'ont pas plus de réflexion ou de dynamisme qu'une feuille de salade. On va faire on va faire de la mousse autour de ça, et puis l'Algérie, les Algériens, etc., etc. Donc ça, on met ça de côté momentanément et on garde le sourire. Et je voulais vous parler de gens qui ont su critiquer l'Algérie, le pouvoir, les régimes, sans pour autant injurier l'espace algérien, l'espace et sa profondeur historique. Je me rappelle, et vous pouvez le revoir d'ailleurs, c'est le regretté Matou Blounès, qui était un contestataire de chez Contestataire, qui m'a souvent peiné, et après j'ai reconnu le talent il est là, etc., mais qui savait faire le distinguo entre la politique qui avait là, et la critique du pouvoir, qui n'a jamais condamné son pays, ni condamné les Algériens. Et dans son interview chez Bernard Pivot de 97, allez la voir, il est majestueux et il sait faire le distinguo. Pourtant, c'est quand même un enragé, c'est un écorché vif. Et cet homme arrive à faire la subtilité entre tout ça. Kateb Yassine, qui s'exile, parce qu'avec le pouvoir, ça ne s'entend pas trop, mais il reconnaît une espèce d'algérianité sur tout le pays, et il sait en parler, et même lorsqu'il va devenir célèbre du côté de Saint-Germain-des-Prés, lorsque ses pièces seront mises en place, eh bien, jamais il n'aura un mot déplacé. Pourtant, c'est un mec plein de colère aussi, contre ses concitoyennes. Je dis ça pour qu'on sache que la littérature algérienne ou maghrébine, c'est surtout pas les deux cuistres. C'est pas eux. C'est ceux dont je parle un peu, et bien d'autres. Kateb Yassine, Assia Gebhar, dont je parlais hier, Assia Gebhar, magistrale, la reine de Cherchel, qui lorsqu'elle est admise à l'Académie française, impose un costume aux allures algériennes, veut l'épée en forme de celle de l'émir Abdelkader, mais plus que ça, lors de son discours d'entrée à l'Académie, c'est un opus, parce qu'elle revendique tout de l'Algérie. Elle remet en question la dépendance devant ses 39 confrères, les immortels. Elle refait l'histoire. Elle n'épargne aucun détail. Elle ne lâche rien. Elle ne se laisse pas endormir par les ors de la coupole. Ça, c'est une femme debout. Est-ce que je dis ça pour qu'on sache qu'on a des gens, s'ils ne sont pas mis en valeur aujourd'hui dans les médias, on n'en a rien à fiche. C'est à nous d'avoir notre propre média personnel, notre propre conscience, notre mémoire collective pour parler de ces gens-là. Un autre aussi, Jean Amrouche. Jean Amrouche, c'est le frère de Taous Amrouche, qui était un homme important, brillant, installé, gros bourgeois, qui dans les années 50, eh bien, est à la radio française. C'est un homme important, il a une mission littéraire, c'est un homme très cultivé, il reçoit le tout Paris, littéraire, intellectuel, politique, mais au bout d'un moment, son Algérie le chatouille. Eh bien, il pourrait se taire, continuer à manger grassement, comme le font certains, parce qu'il avait des honneurs. Eh bien non, il préfère, moi il dit, je ne peux plus. Et il demande qu'on arrête la torture, la brutalité dans son pays, qu'on le laisse tranquille. Ça va lui coûter sa place à Jean Amrouche, ça lui coûtera sa place, mais il sort par la grande porte, celle de l'honneur, celle de la dignité. Il n'y en a pas beaucoup comme ça. Je dis ça pour que vous sachiez et que vous vous rappeliez qu'il n'y a pas les deux gugus qui crachent. Ces gens-là n'ont pas craché sur la soupe. D'ailleurs, au sujet de Daoud, de Kamel Daoud et Boualem Sansal, revoyez les vidéos ou le livre que Rachid Boujedra a écrit sur eux. Ils les a littéralement taillés en pièces. Ils sont passés par sa cour martiale littéraire. On n'a pas eu besoin de l'État algérien pour les punir. Encore que je ne connaisse pas les griefs de son arrestation. Mais Rachid Boujedra a remis les pendules à l'heure, et c'est ça qu'il faut retenir aussi. Je voudrais aussi vous rappeler aussi sur Warda Jazairiya, dont la mère était libanaise. Elle choisira
l'Algérie, elle choisira la résistance. Elle aussi, très jeune, elle a travaillé à Radio France en 1949, je crois, en même temps que Jean Amrouche. Lorsqu'elle découvre son père Mohamed de Fitouki, eh bien, qui tenait à une espèce de grande brasserie, une espèce de cabaret dans le quartier latin qui s'appelait le Tam Tam. Tam Tam comme Tunisie, Algérie, Maroc. Elle découvrira que son père, en fait, achetait des armes pour la résistance algérienne. Et quand elle apprend ça, que son père est un résistant qui ne s'est jamais vanté et qui meurt un peu plus tard, eh bien, c'est ainsi qu'elle épouse l'indépendance de l'Algérie et qu'elle devient, totalement algérienne et qu'on appellera Ouattara Jazalia. Voilà ces femmes debout qui ont fait aussi l'histoire musicale, littéraire. Je ne parlerai même pas de Fadila Zeria qui, elle, par ses concerts, envoyait des messages dans ses textes à la résistance algérienne. Enfin, l'histoire est pleine de bonnes choses et c'est à nous de les mettre en valeur sans se targuer d'être supérieur aux autres. On n'est supérieur à personne. On est ce qu'on est et on essaie de respecter les autres, mais on veut aussi être respecté. D'ailleurs, au sujet de Ouattara Jazalia, sur la fin de sa vie, elle aura une chanson magnifique qui dira « Mezenna Waqfin ». Mezenna Waqfin, nous sommes toujours debout. Et je pense que c'est le mot qu'il faut retenir devant la tempête qui ne fait que commencer dans un contexte géopolitique très dangereux pour l'Afrique du Nord, pour le Maghreb notamment, pour l'Algérie. Je ne vous apprends rien là-dessus. D'ailleurs, on pourra y revenir à l'occasion dans vos questions. Je vous rappelle encore une fois, mon adresse mail, c'est voiduslam, VOIDUSLAM. Je le mettrai dans le titre de la vidéo. Conservez-le au cas la vidéo viendrait à disparaître pour X raisons, pour que nous puissions garder le contact et continuer ensemble ces petits échanges, chers amis. Je parlais de Ouattara Jazalia, mais je pourrais citer aussi un homme qui était un Antillais, qui venait de Fort-de-France, le merveilleux Frantz Fanon, qui fera le procès du colonialisme, qui fera le procès de l'esclavagisme, mais qui sera un des meilleurs défenseurs de l'Algérie, qui sera brillant, qui fera l'honneur de la résistance algérienne, et qui donnera de son intelligence, de son savoir, et qui va même devenir aussi une espèce de fugitif, un homme recherché qui épouse les causes de l'indépendance algérienne et qui comprend les différentes tenants et aboutissants de cette lutte d'indépendance et qui écrira d'ailleurs beaucoup sur l'Algérie. Il expliquera comment on a tenté d'humilier la femme algérienne en faisant ces rassemblements de dévoilement où on prenait des Algériennes très gênées, on leur faisait enlever le voile, enlever leur voile pour dire vous êtes émancipés, vous êtes libres. Il n'y avait aucun sentiment d'émancipation ou de fraternité pour elle, ni de sororité. C'est simplement pour humilier l'homme en essayant d'enlever la virilité combattante des Algériens en faisant ces trucs de dévoilement. Frantz Fanon le fait très très bien. Pour la petite histoire, lorsqu'il décède de la leucémie très jeune aux États-Unis, c'est le regretté président Chadid Ben Chadid qui va aller chercher son corps pour l'enterrer en Algérie. Il y aurait beaucoup à dire sur Frantz Fanon et plein d'autres. J'espère avoir oublié personne. Je vous remercie infiniment encore une fois. Partagez, abonnez-vous, faites des commentaires. Je vous remercie infiniment et j'essaierai de répondre à chacun et chacune d'entre vous. Merci et à très bientôt.